collègue. La parole est à Madame Orliac. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Avec ce texte proposé par le gouvernement, le déficit cumulé du régime général et du FSV devrait en fait atteindre 4,2 milliards d'euros en 2017. Donc 3 branches sur 4 seraient à l'équilibre. La branche retraite, famille, accident du travail. Le régime général de la sécurité sociale devrait présenter bientôt un solde négatif de seulement 400 millions d'euros, lié au seul déficit de la branche maladie. Madame la ministre, ainsi vous avez relevé le taux de progression de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie à 2,1% pour cette année 2017. Cela reste un objectif qui est extrêmement exigeant, l'un des plus bas que nous ayons connus. Et ce taux implique que pour être tenu au niveau d'économie, avec un niveau d'économie élevé, plus de 4 milliards d'euros vont être demandés. Relevons toutefois que si l'opposition se plaît à tirer à boulet rouge sur ce PLFSS 2017, l'ONDAM, pendant tout ce quinquennat, a connu une évolution particulièrement contenue depuis 2012, puisque l'ONDAM le plus fort de ce quinquennat était inférieur à l'ONDAM le plus faible du quinquennat précédent, comme a pu le rappeler notre collègue Michel Issindou en commission des affaires sociales. De plus, et pour la 4e année consécutive, l'ONDAM de ville est supérieur à l'ONDAM hospitalier, qui lui ne progressera que de 2%. Les économies générées sur l'hôpital nous semblent préjudiciables. Et si l'on peut se féliciter d'un taux de l'ONDAM historiquement bas afin de pérenniser notre système de santé, gardons quand même à l'esprit que le comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de santé, dans son avis rendu le 12 octobre dernier, rappelle qu'en dépit des mesures d'économie annoncées par le gouvernement, le respect de l'ONDAM en 2017 sera soumis à de très fortes tensions et appellera certainement un pilotage infra-annuel renforcé. Et ces tensions pourraient être encore accrues si les dépenses 2016 devaient se révéler supérieures aux prévisions actuelles, ce qui est fort possible, créant un effet de base défavorable pour 2017. De plus, il faut souligner que ce taux aura des conséquences sur les territoires, particulièrement sur les territoires ruraux. Je ne citerai que la rationalisation des transports et de fait le risque de renoncement aux soins. Mais ce taux bas de l'ONDAM a également des conséquences sur la branche maladie, la plus déficitaire des 4 branches de la sécurité sociale. À ce titre, Madame la Ministre, les économies sur l'industrie du médicament sont désastreuses. En effet, nous nous trouvons à nouveau dans une majoration des économies portant sur le médicament qui dure depuis plusieurs années. À cet égard, je pourrais rappeler que sur les 3 dernières années, sur les 10 milliards d'euros d'économies réalisées par le gouvernement, 5 milliards d'euros proviennent des contributions des industriels du médicament. Certes, ces économies ciblées représentant à nouveau près de la moitié des économies de ce PLFSS, malheureusement, il faut constater que pour cette année encore, les coupes sont drastiques. Sous ce quinquennat, elles auront duré depuis 2012. Et c'est donc depuis 2012 que nous envoyons encore un signal négatif à l'industrie pharmaceutique qui pourtant participe singulièrement aux investissements industriels, à l'innovation dans notre pays dont il a vraiment besoin. Alors que l'industrie du médicament est entrée en récession en 2012, la perte de brevets, la perte de l'influence de l'industrie française au niveau international. Rappelons que le marché français pharmaceutique représente aujourd'hui 3,4% de la production mondiale, alors qu'il y a 4 ans, il représentait 5%. Le déclin des exportations, l'assèchement des capacités françaises d'innovation ou encore la forte diminution des investissements productifs font que nous serons bientôt distancés par nos voisins européens en matière de recherche, de brevets et d'attractivité industrielle. Alors bien sûr, cela peut satisfaire tous les lobbies anti-labo qui montrent du doigt, et il faut dire à juste titre, les gros laboratoires étrangers qui, malgré cela, de toute manière, font des très gros bénéfices. Mais il faut parler de notre industrie purement française, cette industrie qui est porteuse d'emplois et de brevets qui reste en forte baisse, et surtout cette industrie française qui devient et qui aujourd'hui n'est plus rentable, et ce n'est pas satisfaisant. Enfin, ce PLFSS ne mentionne plus la médication officinale, il n'y a même plus de ligne budgétaire.
cette dernière concernant des médicaments que le pharmacien d'officine peut présenter en accès direct au public tout en conseillant. Il faut intégrer cette médication officinale dans un parcours de soins, d'autant plus que cette médication officinale ne veut pas dire surconsommation de médicaments, comme on le peut constater dans de nombreux pays européens. En France, en 2015, cette médication officinale représentait 15,4% du marché hexagonal contre 32,4% pour la moyenne européenne. Tous les pays européens, sauf la France, ont pris des mesures politiques et administratives pour mettre l'automédication au cœur de la politique de santé et du parcours de soins, avec un élargissement des médicaments disponibles sans ordonnance, un renforcement de l'information aux patients, en particulier par le pharmacien d'officine, dont le rôle, aujourd'hui et pour l'avenir, doit être accru au sein du système de santé. Cela étant rappelé, notre groupe a déposé 2 amendements après l'article 11 qui visent à alléger l'imposition à la contribution sociale généralisée des personnes retraitées dont les pensions sont comprises entre 1 206 et 1 465 € net mensuels au maximum. En effet, en augmentant le seuil du revenu fiscal de référence qui détermine l'éligibilité d'un retraité au taux nul de CSG, ces amendements vont viser à compenser une partie des majorations successives du RFR dues à la mise en œuvre de différentes mesures fiscales depuis 2009, comme par exemple la suppression de la demi-part des veuves, celle des vieux parents, ou encore la fiscalisation de la majoration de pension pour charges de famille. Ces mesures antérieures ont conduit à gonfler artificiellement le RFR des personnes retraitées sans que leur pension réelle n'ait pour autant augmenté. Et la majorité a pris ses responsabilités en annulant chaque année les effets de ce gonflement artificiel ou comptable du RFR en matière d'imposition locale des personnes retraitées depuis 2014. Si le groupe 2RDP présente ces dispositions, c'est que celles-ci s'inscrivent dans son action qui a été constante en faveur des retraités bénéficiant d'une petite retraite qu'il défend particulièrement depuis le début de cette législature, notamment après avoir réussi à exempter du report de la revalorisation des pensions les retraités qui vivent sous le seuil de pauvreté lors de la réforme des retraites discutée à l'Assemblée nationale à l'automne 2013, ou encore d'exempter du report de la revalorisation des pensions, en plus des bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, les retraités dont les pensions sont exonérées de la contribution sociale généralisée. En effet, pour les députés du groupe des radicaux de gauche et apparentés, les retraités dont les revenus sont inférieurs au seuil de pauvreté doivent bénéficier d'une attention toute particulière de la part de l'État, étant donné le caractère très modeste de leurs ressources qui les fragilise et affecte leurs conditions de vie. Ces amendements, importants en termes de coûts budgétaires, certes, auront de surcroît, pour les retraités les plus en difficulté, un impact bénéfique sur leur consommation et donc sur l'économie réelle. En ce qui concerne le secteur du bâtiment, les alinéas 5 et 7 de l'article 6 prévoient de plafonner l'aide à la création d'activités dans les bassins d'emploi à redynamiser et à placer sous condition de ressources l'exonération totale des cotisations sociales accordées aux chômeurs et créateurs d'entreprises à compter du 1er janvier 2017. Sur ces dispositions, allant dans un sens contraire à l'objectif poursuivi par ces mesures, un amendement de suppression a été déposé. En outre, notre groupe a également souhaité pérenniser le dispositif de paiement anticipé des cotisations sociales par les caisses congés intempéries qui assurent notamment le versement des indemnités de congés payés. J'aimerais également revenir sur les articles 16 et 17 de ce PLFSS, Madame la Ministre. Notre groupe comprend totalement votre volonté de lutter contre le tabagisme et nous vous soutenons pleinement sur ce sujet. Toutefois, lors des discussions sur la loi santé, notre groupe avait fait savoir que si nous soutenions les mesures dans ce sens, avec le paquet directive de l'Union européenne et non le paquet neutre, nous estimions toutefois devoir trouver un équilibre entre un renforcement des politiques publiques contre le tabagisme, tout en prenant en compte le fait que des entreprises françaises acquittant déjà leurs impôts en France devaient être exonérées de cette nouvelle taxe. C'est d'ailleurs le sens d'un amendement que nous avons déposé. Il nous semble étrange que des taxes, à nouveau sur le tabac, soient intégrées à ce PLFSS. Dès lors, l'article 16 relatif à l'instauration d'un fonds pour la lutte contre la prévalence tabagique nous semble fort utile et s'inscrit dans des politiques publiques volontaristes afin de lutter contre ce fléau du tabagisme. C'est la raison pour laquelle nous présenterons un amendement aménageant ces dispositions initiales. En revanche, une large majorité de notre groupe n'est pas satisfait de l'article 17 qui impose à nouveau l'industrie du tabac, le tabac roulé plus précisément. Beaucoup d'entre nous n'y sommes pas favorables car ces dispositions s'opposent aux déclarations et aux promesses faites lors de l'adoption du paquet neutre.
Rappelons à ce titre les déclarations de Michel Sapin, ministre de l'économie et des finances, qui a déclaré le 22 septembre, c'était au grand jury sur LCI, et je vais le citer: « Il n'est pas question d'augmenter les taxes. Aujourd'hui, il y a déjà quelque chose de très important qui est mal vu par les buralistes et qui est le paquet neutre. Il faut que nous le mettions en œuvre dans les meilleures conditions possibles. Ce n'est pas simple. » Et il a également rappelé que le tabac rapportait à l'État, et je le cite encore, beaucoup de milliards. En outre, mon collègue Joël Giraud présentera des amendements à l'article 33 qui proposent de constituer de manière progressive un régime unique ouvert à l'ensemble des entrepreneurs, artisans, commerçants, à certains professionnels libéraux le souhaitant. En effet, il nous semblera judicieux d'éviter de faire basculer dans le RSI, par exemple, les moniteurs de ski qui débutent leur activité saisonnière et les laisser ainsi être affiliés à leur caisse actuelle. J'aimerais également revenir sur l'article 43 de ce PLFSS qui vise à assurer une protection maternité aux femmes médecins. Je regrette cependant que cette protection soit limitée aux médecins de secteur 1 et 2 éligibles à l'option de pratique tarifaire maîtrisée. En effet, la protection maternité et plus largement notre système de solidarité nationale ne saurait induire une rupture d'égalité qui est contraire à la loi en incitant à un choix de conventionnement limitant les honoraires des professionnels de santé. Il convient donc de supprimer le caractère particulièrement discriminant de cette mesure et plus généralement de l'étendre à l'ensemble des professions libérales. Ainsi, notre groupe a proposé un amendement allant dans ce sens, faisant fi du caractère discriminant de cette bonne mesure que nous soutenons par ailleurs pleinement. Je veux également rappeler que la majorité du groupe 2RDP est opposée à l'amendement 154 présenté par la commission des affaires sociales suite à l'adoption en commission du même amendement portant sur l'article additionnel après 43 et qui vise à étendre aux médecins libéraux un dispositif de régulation à l'installation. Il y a des mesures beaucoup plus pertinentes à mettre en œuvre et que de s'en prendre à la liberté d'installation. À ce titre, il faut rappeler que vous avez été très claire sur le sujet, Madame la Ministre, en ce qui concerne la dynamique incitative et non la coercition. Des mesures mises en place portent leurs fruits. Vous l'avez rappelé tout à l'heure. Il faudra donc amplifier cette dynamique, mettre en place de nouvelles mesures qui vont favoriser l'installation, qui vont faciliter l'exercice professionnel, particulièrement en ce qui concerne, par exemple, les remplacements. Tout est question d'organisation. Cependant, Madame la Ministre, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire lors de votre audition en commission des affaires sociales, cette majorité a créé de nouveaux droits pour les patients. Ainsi, ce PLFSS présente des avancées, de nouveaux droits ainsi que de nouvelles protections tout en tentant de raboter le déficit de notre sécurité sociale. Il prévoit notamment des mesures qui assurent l'accès aux médicaments innovants. La création d'une agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires est soutenue également par notre groupe, comme nous soutenons les dispositions de l'article 39 qui vise à prolonger le dispositif de la protection universelle maladie en prévoyant que les salariés justifiant de contrats courts puissent rester attachés à leur caisse d'origine au sein du régime général ou du régime des salariés agricoles. Nous présenterons quelques amendements afin d'aménager cette mesure. De plus, nous soutenons les dispositions à l'article 40 qui portent sur la prévention de l'aggravation du mal-être et la survenue de troubles mentaux chez les jeunes en améliorant la prise en charge de la souffrance psychique. L'adoption de plusieurs de nos amendements en commission est un signal très positif. Enfin, je vois avec satisfaction que l'article 46 vise à développer la télémédecine en prorogeant d'1 an la durée de l'expérimentation, en l'ouvrant à l'ensemble du territoire national. La télémédecine constitue une chance pour nos territoires ruraux car elle permet de pallier les déficiences de l'offre de soins, favorise l'accès aux soins. Elle s'inscrit dès lors dans l'objectif de l'égal accès de tous aux soins sur l'ensemble du territoire national. Pour conclure, vous l'aurez compris, le groupe des radicaux de gauche et apparentés portera plusieurs propositions. Les débats en commission ont été plutôt courts, mais avec un nombre significatif d'amendements pour la séance. Nous attendons donc de voir la direction que ce PLFSS prendra lors de nos débats au sein de cet hémicycle, en espérant voir adopter de grandes réformes structurelles. Je vous remercie. Merci, mes chers collègues.